Le simple fait de porter des lunettes, de parler une langue étrangère ou de savoir lire pourrait vous condamner à mort. Voilà, ça fait 15 jours qu'on est au Vietnam, déjà. Mais pour être honnête, on n'a pas vraiment voyagé. Ces 2 premières semaines, c'était un peu des vacances, avant le vrai départ. On est resté du côté de Ho Chi Minh, on a été à Yung Tao, on a été à Mui Ner avec la fille de Stéphanie, Camille. On a pris le temps de se poser, de préparer notre matos et surtout d'acheter notre nouvelle moto, une Honda XR 150, le trail par excellence. Et aujourd'hui, ça y est, c'est vraiment le début de l'aventure. Les sacs sont prêts, la moto est chargée et on prend la route, direction le Cambodge. On va passer la frontière de Moc Bay et l'objectif, c'est de rejoindre Phnom Penh, la capitale. Nouveau pays, nouvelle route, nouvelle rencontre. On est hyper excités de commencer ce nouveau chapitre. Là on est au Vietnam et on se dirige pour faire les papiers pour la moto du coup, pour le passage de frontière tout simplement. Donc première fois à pied là du coup c'est un peu space. Bon bah c'est bon, on a le tampon là, donc sortie du Vietnam, maintenant c'est direction le Cambodge là. Là on s'est arrêté manger un petit truc, on est bien arrivé donc au Cambodge. T'as vu le passage de frontière? Alors ici au Cambodge, la monnaie locale c'est le riel. Pour vous donner une idée, 1 euro ça fait à peu près 4400 riels. Donc forcément, quand tu retires de l'argent, tu te trouves vite avec des liasses de billets énormes dans les poches. Mais ce qui est particulier ici, c'est qu'ils utilisent aussi le dollar américain, un peu partout, surtout dans les zones touristiques. Le problème, c'est que payer en dollars, c'est clairement pas à ton avantage. Déjà, parce qu'ils te rendent souvent la monnaie en riel, donc sur des petits montants, avec le taux de change, tu perds un peu à chaque fois. Et puis surtout, ça les arrange bien, parce que ça leur permet de gratter un peu plus d'argent. Du coup, avec Steph, on a vite compris le truc. On garde les dollars vraiment pour dépanner, et on essaye un maximum de payer en riel pour éviter de se faire avoir. C'est un petit détail, mais quand tu voyages longtemps comme nous, bah chaque petite économie compte. Alors oui, ici, au Cambodge, comme en Asie, les scooters, ils vont partout. Quand tu vois les locaux rouler sur ces chemins défoncés, parfois avec 3 personnes dessus, des sacs, des animaux, c'est franchement incroyable. Mais nous, bah on n'est pas des locaux. On n'est pas nés avec le scooter entre les mains et surtout, on voyage à 2, avec tous nos sacs et nos affaires. Alors pour nous, cette petite moto, la Honda XR 150, c'est un peu notre passeport pour la liberté. Elle est légère, elle est simple à rouler, elle est robuste et surtout, elle nous permet d'aller là où on n'aurait jamais osé aller avec un scooter chargé comme des mules. C'est exactement ce qu'on voulait, rouler hors des sentiers battus, au milieu de ces pistes rouges, de ces paysages verdoyants et croiser des sourires, des vrais sourires, des regards surpris et bienveillants. C'est ça le voyage qu'on aime. Bon voilà, j'ai crevé à l'arrière. Et on avait déjà crevé à l'avant. Voilà, première journée au Cambodge. Première vraie route que l'on fait là ici au Cambodge avec quelques chemins. Tu vois l'état de la moto, elle est un petit peu orange. Mais voilà, crevaison. On avait déjà crevé à Ho Chi Minh
Et là on a crevé sur la route. J'ai senti tout d'un coup que j'avais l'arrière qui se baladait un peu. Et effectivement, on était à plat. Voilà, le monsieur est en train de remonter. Donc il y avait 2 trous. Donc il a réparé, il a fait comme il fallait. Et là il est en train de réinstaller donc la chambre à air du coup. Et après nous on va reprendre la route. On aura encore 80 km à faire. Et il fait noir quoi. Hey, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon, on a passé une nuit là, donc dans un hôtel à Phnom-Penh. Première nuit. Première nuit. Du coup, c'était un peu cher, donc on a décidé de prendre un autre hôtel, si tu veux, pour les 3 prochaines nuits. On va y rester là jusqu'au 6 au matin sur Phnom-Penh. On va faire quelques visites et tout. Mais là, on s'est arrêté pour faire une petite halte café ce matin. Donc, je vais te montrer le petit stand de la jeune femme qui nous a servi un café. Alors, café froid parce qu'ici, il fait chaud. Donc, on fait comme beaucoup dans tous les pays asiatiques, on boit froid. Donc, tu vois, c'est ça le petit stand. Le petit stand, c'est ça. Donc, c'est une jeune petite femme là qui prépose des cafés. Elle est toute mignonne. Elle fait des jolis sourires. Elle sourit timide. Avec sa petite mobilette toute rose. Hier, on a rencontré des difficultés, on a crevé sur la route. Même encore aujourd'hui, je trouve que l'avant est pas très bien gonflé, mais l'arrière, ça a l'air d'aller. La seule chose, à partir de maintenant, au Cambodge, vous ne me verrez plus en short ou en robe. Parce que... Stéphanie, hier, quand on a crevé la roue, première journée en moto, au Cambodge, on crève à l'arrière, donc on marche, on arrive dans un espèce de petit shop, réparation. Shop qui fait de la réparation, mais pas de la réparation de moto. Quoi. Il a été adorable avec sa petite maman, parce que je pense que c'est sa maman, et il avait sa fille qui était là, donc elle s'occupait de la petite, et il nous a réparé. Franchement, il nous a annoncé 5000 Ril. Donc ça faisait 1 euro, tu vois, pour faire la réparation. Et en fait, il a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y avait 2 trous. Ouais. Donc il a passé du temps, il était tard, tu vois. Donc on lui a donné le double en fait pour les 2 trous, quoi. Au lieu de donner 1 euro, on a donné 2 euros, quoi. Ouais, il voulait pas prendre. Il voulait pas, il nous a rendu la monnaie et tout. Sa fille, la moitié. C'est ça. Donc bon. Et c'est là que l'aventure de Stéphanie commence. C'est ça. Mes aventures. On était dans le noir. Et c'est vrai que Stéphanie se battait. Je suis sensible à tous ces bestioles. Stéphanie se battait contre les mousticots. Ouais. Il y en avait partout, donc elle en claquait sur moi, elle en claquait sur elle, mais on n'avait pas idée du désastre. Je te mets les images de ses fesses. Non, pas mes fesses, mes cuisses. Alors, tu ne pourrais même plus compter les boutons. C'est un truc de malade, elle s'est fait défoncer. Ouais. Ah, moi j'ai. Donc maintenant Stéphanie c'est plus bikini quoi, bikini t'oublies quoi. Fini les shorts, fini les robes, que des pantalons. Ouais c'est ça, ça ressemble ça ressemble au bazar à Istanbul. Non. Le bazar d'Istanbul. Ah le bazar d'Istanbul moi je pensais. Et toi tu pensais plutôt à Ben Tran, au Vietnam. Je sais pas s'il y a d'autres choses là-dedans, mais on peut voir. En tout cas, les allées sont pas très larges. Non. Je pense qu'on va sortir. On fait le tour quoi, mais nourriture. Il n'y a plus grand chose. C'est pas la bonne heure. C'est la fin du marché. Ouais, on arrive nous à la fin du marché, tu sais. C'est vrai que oh là là, la viande là ici, là, tu sens que ça sent la viande. Oh là là. Ah ouais. Que l'odeur, c'est d'un coup, t'as même pas envie d'acheter. Non. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est du noix de coco ça. Ok. Ouais. C'est du noix de coco tout ça. Mais je suis au bambou.
Franchement, les statues on dirait des dynasties, des guerriers chinois, regarde là, ou vietnamiens du coup, mais tu vois là on y voit donc le dragon, ok, ça veut dire qu'il est bien nourri. Voilà, Donc on lui caresse le ventre et il donc sera bien nourri toute l'année. Ah, super. Ils sont jolis, c'est joli quand même. Ça fait 2 euros quelque chose, ça fait Oui. cher, hein. Je sais pas. 2,40 €. Tu manges des bananes quand même? Moi je mange les bananes, oui. Donc là on vient d'arriver au musée du génocide de Tuol Sleng. En fait c'est une ancienne prison, la prison S21. Le gars il raconte que c'est sa mère qui lui a raconté. Et dans ses années difficiles il a perdu donc son oncle, ce cousin. C'est à la fin des Khmers, dans les années 80. En gros ce qui était un lieu pour les enfants, donc de plaisir et tout, est devenu un lieu de mensonge pour la torture. 10 chambres au rez-de-chaussée, toutes identiques, maculées de sang. Dans chaque somme, il y avait un sommier en fer auquel les prisonniers étaient enchaînés. Sur chaque lit, les fers pour entraver et une boîte de munitions destinée aux excréments humains. Vous verrez aussi des vieilles photos en noir et blanc montrer des corps suppliciés. On les a photographiés tels qu'on les a trouvés. Enchaînés au lit, mutilés, assassinés. Dans une des salles, vous apercevrez une table, peut-être un ancien pupitre d'écolier. On peut imaginer que des prisonniers s'y asseyaient pour ériger leurs aveux forcés. Si l'interrogateur n'était pas satisfait des confessions qui étaient données, les pages étaient arrachées et la torture reprenait. Donc ouais, donc moi je suis en train d'écouter en fait le bio-guide en français, on n'en a pris qu'un seul. Et du coup je lis en même temps ce que le gars me raconte à l'oreille à Stéphanie. Et donc comme tu as pu comprendre, voilà, les gens étaient enchaînés ici, sur les lits. Et il n'y avait pas de matelas, hein, c'était des lits comme ça. Ensuite ici la boîte que tu vois là, c'était la boîte à caca, une boîte de munitions tout simplement. Des barreaux partout. Et voilà, et ces gens-là, donc au nombre de 14, c'est les 14 qui ont été retrouvés, les autres ont tous été forcément tués. Et ces 14-là, en fait, ont été retrouvés complètement mutilés, découpés, poignardés, à mort. D'où les tombes ici qui ont été creusées quand les Vietnamiens sont venus en aide aux Cambodgiens pour faire tomber le régime khmer. Bon, apparemment là c'est un lieu de mémoire où on voit certaines photos des prisonniers. Voilà, c'est fait pour des femmes et des enfants. C'est fait pour qu'on se rappelle de ce que l'homme est capable de faire. 1975, le Cambodge sombre dans l'un des régimes les plus violents et les plus radicaux de l'histoire moderne. Les Khmers rouges, menés par Pol Pot, prennent le pouvoir après des années de guerre civile. Leur projet est démesuré, terrifiant. Bâtir une société entièrement nouvelle, une société sans classe, sans richesse, sans culture, une société où le peuple est réduit à l'état de simple outil de production. Leur obsession, purifier le Cambodge de tout ce qui, selon eux, corrompt l'homme. Les intellectuels, les enseignants, les médecins, les religieux, les artistes, tous deviennent des ennemis du peuple. Le simple fait de porter des lunettes, de parler une langue étrangère ou de savoir lire pourrait vous condamner à mort. Dans leur soif de contrôle total, les Khmers rouges ne laissent rien au hasard. Même les Cambodgiens exilés à l'étranger sont visés. Le régime fait circuler des messages rassurants, promettant un pays en paix, prêt à accueillir ses enfants partis au loin. Beaucoup tombent dans le piège. Ils reviennent, mais dès leur arrivée, ils sont arrêtés, accusés de trahison, puis exécutés. Et pour les prisonniers, il existait un lieu, pire encore que la mort, S21. Cette ancienne école, au cœur de Phnom Penh, devient un centre de détention et de torture. Un lieu froid, méthodique, pensé pour briser les corps et les esprits. Ici, personne n'en sort vivant. Avant que les Khmers rouges attaquent, ce portique en bois était déjà présent et les écoliers y jouaient à la balançoire. Donc là, c'est ce dont je racontais justement l'histoire. Le gars, tu vois, il est attaché par les poignets.
Et on le soulève comme ça, donc ici, sur les anneaux, par l'arrière. Et une fois qu'il perd connaissance, on vient lui plonger la tête dans une énorme jarre remplie d'excréments et d'eau fétide. J'en ai les larmes aux yeux quand je le lis. Entre 1975 et 1979, plus de 20 000 personnes y seront enfermées, torturées, humiliées, avant d'être envoyées vers les charniers des Killing Fields. À la tête de ce lieu, Dutch, un ancien professeur de mathématiques, devenu bourreau méthodique. Dans ces salles, dans ces cellules minuscules, il ne reste que le silence. Mais les murs, eux, se souviennent. Ils portent encore les traces de cette folie destructrice, celle d'un régime prêt à tout pour effacer l'humanité au nom d'une idéologie démente. C'est les corps des gens qui ont été enterrés là dans le parc que je filmais tout à l'heure. Voilà, on regarde un peu. Tout ça, c'est les os des prisonniers, quoi. Ils n'avaient même pas le droit de se lever pour aller aux toilettes de leur propre fait. Ils étaient obligés, avant tout, de demander l'autorisation à leur bourreau. La prison S21. C'était un lieu que personne ne connaissait. Un lieu tenu hors du monde, hors du temps. Ici, tout était fait dans le plus grand secret. Pas de procès, pas de tension, pas de témoins, pas de traces. Ceux qui entraient à S21 n'en ressortaient jamais. Leur nom disparaissait, leur existence était effacée. Ce centre de torture installé au cœur de Phnom Penh était dirigé par Dutch, un ancien professeur de mathématiques, comme je te le disais tout à l'heure. Chaque prisonnier était photographié, interrogé, torturé jusqu'à avouer des crimes qu'il n'avait jamais commis. Des aveux obtenus par la souffrance, par la peur, par la violence la plus extrême. Et lorsque les Vietnamiens ont renversé les Khmers rouges en 1979, ils découvrirent ce lieu d'horreur par hasard. Là, on a vu ici, donc il y a des cellules, si tu veux, qui elles ont été faites donc tout en bois. C'est vraiment tout petit, hein. Ça, c'est une cellule. Voilà. Ça, c'est une autre cellule. En entrant ici, les soldats trouvent des corps encore attachés au lit de torture, des chaînes, des taches de sang, des instruments de supplice, mais surtout des milliers de dossiers, des photos, des archives minutieuses, car le régime des Khmers rouges documentait tout. L'enfer avait laissé des preuves. Bon, comme tu le sais, donc je suis en train de lire, moi, d'écouter l'audio guide, et puis du coup, je dis à Steph, là, il y a des moments d'émotion assez forts quand même. On a des histoires de fous qui nous sont racontées. Et là, dans le bâtiment C à côté, qui est resté tel quel depuis sa découverte, voilà, on nous expliquait que la plupart des détenus, si tu veux, étaient fouillés de toute façon tous les jours, donc ils n'avaient aucun moyen de se suicider. Et les barbelés que tu vas voir ont été mis pour éviter justement que les prisonniers puissent à nouveau sauter, ouais. Parce qu'il y en a un qui a réussi, si tu veux, à sauter et à se suicider. C'est le seul. Et un autre a réussi à se tuer pendant un interrogatoire en réussissant à prendre un stylo et en se le mettant dans la gorge, tu vois. Et un autre, avec les lampes à kérosène, pendant l'interrogatoire, pareil, il a réussi à bouger assez vite pour aller jusqu'à la lampe et à s'enflammer la tête avec, je sais pas si tu l'imagines, quand tu es rendu à ce stade-là quand même, c'est violent. Donc voilà, franchement c'est pas facile, faut voir les images, c'est costaud. C'était en 1975. Ce n'est pas il y a des siècles, ce n'est pas une histoire lointaine qu'on raconte dans les livres d'histoire anciens. C'était hier, c'était à l'époque de mes parents, de nos grands-parents, c'était à l'époque des vinyles, des débuts du rock, de l'homme sur la lune. Pendant qu'une partie du monde avançait, ici, c'était l'enfer sur Terre. Et c'est ça qui est terrifiant, de se dire qu'il a suffi d'un homme, d'un groupe d'hommes, d'une idéologie extrême pour plonger un pays entier dans la folie. Ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction, c'est bien arrivé, et ça peut arriver encore. Partout où la haine prend le dessus, partout où la peur est utilisée comme une arme, partout où les fous arrivent au pouvoir en faisant croire qu'ils détiennent la seule vérité. C'est pour ça qu'il faut le raconter, c'est pour ça qu'il faut se souvenir, parce que oublier, c'est recommencer. Bon, tu l'auras compris, hein, la prison S21 nous aura vraiment traumatisés. Même là, en faisant la vidéo pour vous, j'ai encore des gros moments d'émotion à lire les textes. Voilà. Prenons-en note et n'oublions pas. Ça c'est des poissons, ça c'est des là c'est des grenouilles, mais non ça sent bon, petites grenouilles. Tu sais, comme tu veux, moi j'en veux pas. Ok, on continue. Tu veux pas acheter parce qu'après il n'y en a plus là. Au grignoter comme ça au machin. Oh non, petite saucisse là. On prend une petite saucisse pour la route, non? Non?
Tu veux des saucisses comme ça? On va goûter. On va faire les curieux un petit peu. Tu vois, il y a la fumée là, je vais sentir bon. C'est Nico voilà. qui fait curieux, Nico. Voilà, on va goûter ça. Regarde, ça c'est un truc, c'est spécialité. Elle kiffe Stéphanie, regarde un peu. Stéphanie, elle va même t'en prendre une, non? Si, tu vas t'en prendre une? Allez. And this one? Ça fait 5 000. Donc, c'est Apple qui fait ça. Oui, c'est ça. Apple, ils font même la nourriture. Alors. Ah ouais, mais attends, elle m'a mis ta pâte à toi là-dedans là. Ouais, et alors? Et alors? Ça fait quoi? Donne ma pâte. Je mange comme ça ma pâte. Pourquoi tu mets sur cette saucisse? Tu vois? Non, non. Ok. C'est bon? Les légumes, ouais. Ma pâte de poulet. Trop bon. Oui, on passe des endroits, j'étais sûr. Tu as les odeurs de poisson pas frais des fois, c'est assez violent. Hello. Bon ben voilà, marché ici à Pont-de-Fay. Bon, tu vois, il n'y a pas trop de trottoirs là, on est dans une zone plutôt dynamique. C'est un grand axe et tu vois, c'est toujours plein de petits restos comme ça de rue où tu prends un peu ce que tu veux. Sauf que dans l'idée, si tu veux, quand tu viens la première fois là, tu te dis ouais, trop bien. Sauf que nous, on est passé ce matin, on est passé cet après-midi et on sait que la viande, elle a été là toute la journée, en plein soleil. Et il n'y a pas eu d'ombre, il n'y a eu que du soleil. Tu vois, donc techniquement, tu te dis, bah, on a faim, mais pas tant que ça. J'ai choisi de prendre ça, du coup. Donc en gros 2,40 €, quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois. Et moi, je prends ça. Et Steph va prendre celui-là, du coup, ok. Bon, du coup, ici, au Cambodge, je apprends un peu des choses difficiles parce que c'est vrai que. Parle pas beaucoup. Ils parlent pas beaucoup anglais, même les jeunes. On voit que c'est un pays plus pauvre et moins développé, hein, clairement. On voit qu'il y a un retard par rapport au Vietnam qui a quand même pris de l'avance. Bah, le Vietnam, il parle très très bien anglais, Voilà, pratiquement tout le alors, monde. ce que m'a dit le gouvernement, il a beaucoup investi aussi pour que les jeunes apprennent l'anglais parce que c'est... La langue maternelle au Bodé maintenant, la langue anglaise, c'est une deuxième langue maternelle au Vietnam. Voilà, parce que l'anglais, c'est ce qui va permettre de développer le pays. Les jeunes vont parler anglais, plus les portes de nouveaux métiers vont devenir accessibles. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, toute l'industrialisation se fait, tu vois bien, avec des pays souvent anglophones, que ce soit américain, Angleterre, mais tu vois, les Chinois, c'est pareil, tout le monde parle anglais aujourd'hui. Et là, on voit que le Cambodge, pour l'instant, ils n'ont pas encore trop su développer ça. Sur la route qui nous mène au temple d'Udong, au nord de Phnom Penh, impossible de ne pas le remarquer. En l'espace d'1 heure à peine, on a croisé des dizaines de temples bouddhistes. C'était le même constat hier sur la route, depuis la frontière vietnamienne. Ici, ils sont partout, majestueux, colorés et richement décorés. Et forcément ça interpelle, parce qu'en parallèle, le Cambodge reste un pays très pauvre. Les infrastructures, elles sont limitées. L'accès à l'éducation reste un combat pour beaucoup, et pourtant, les temples, eux, sont omniprésents. Bien sûr, ils font partie intégrante de la culture, des traditions et de la foi des habitants. Mais on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur cet équilibre fragile, sur cette frontière, parfois floue entre la spiritualité et le pouvoir économique. Les moines vivent des offrandes des habitants qui, parfois, n'ont déjà pas grand-chose pour eux-mêmes. Alors on regarde ça sans jugement, hein, mais avec cette interrogation sincère, presque universelle. Jusqu'où la foi peut-elle guider un peuple sans l'appauvrir davantage? C'est parti. Donc là on va voir deux temples, des temples qui sont sur les hauteurs et on a donc un périple de 500 marches à faire. Voilà.
Donc c'est parti pour faire les 500 marches. Ouais. Ou elle a déjà accouché. Elle est plutôt enceinte, ouais, elle a des petits bébés dans le ventre. Ouais. Allez. Je n'ai plus de souffle. 500, c'est dur, hein? Je sais pas combien on a fait, mais je suis sais même pas si on a fait la moitié. essoufflée. Il fait chaud. Il fait lourd. Il fait lourd, il fait chaud. Il n'y a pas de soleil, mais il fait lourd. Donc c'est pas évident quand même. Allez, c'est reparti. C'est là, les temps. On arrive, je crois. Regarde un peu. Waouh. C'est très très joli. Wow. Le temple d'Udong se dresse au sommet de la colline de Non Ndong, à une quarantaine de kilomètres au nord de Phnom Penh. Pour y accéder, comme tu l'as vu, 500 marches. 500 marches symboliques comme un pèlerinage spirituel. Une ascension lente, volontaire, un chemin pour laisser derrière soi les préoccupations du quotidien et s'élever intérieurement vers le sacré. Udong a été la capitale royale du Cambodge entre 1618 et 1866. C'est le roi Srey Sroipor qui a ordonné la construction de la ville et des premiers monuments religieux sur cette colline sacrée. Après le transfert de la capitale à Phnom Penh, le site est resté un haut lieu spirituel. Ici reposent les cendres de plusieurs rois khmers protégés dans d'immenses stupas. Le plus sacré d'entre eux abriterait même une relique de Bouddha. Tout ici est empreint de bouddhisme Theravada, la religion principale au Cambodge, une foi qui prône la simplicité, la sagesse et le détachement. Et pourtant, à mesure qu'on grimpe ces marches, on est frappé par le contraste, la beauté, la richesse architecturale et autour, un peuple encore marqué par la pauvreté. Mais c'est aussi ça, Udong, un lieu où se rencontrent l'histoire, la foi et les paradoxes de notre monde. Après ce magnifique temple, nous avons pu continuer notre balade et notre promenade au sein des parcs aux alentours. Puis nous rentrerons vers Phnom Penh pour rejoindre Hervé et Gloria, le couple français que l'on avait rencontré au tunnel de Gucci au Vietnam quelques jours plus tôt. Donc là ce soir on est au marché nocturne. Donc là c'est un marché très spécifique ici, c'est ouvert de nuit. Ah. Et vous voulez une chaise comme ça ou un tabouret? Ça va le tabouret, oui. Après le marché de nuit, on est parti ensemble se promener sur le bord du Mekong. On a pu constater que la ville était quand même très animée, très colorée, dynamique. Et nous avons été boire un verre ensemble ensuite sur un rooftop. Mais attends, on va faire regarde. Allez. Donc là on est monté sur un petit rooftop. On prend les commandes. La soirée c'est fini comme ça. Et nous, on te dit à la semaine prochaine. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.